Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore hier, je discutais avec certains d'entre vous et c'est vrai que devant un exercice, il n'est pas simple de savoir comment démarrer. Alors je ne parle pas des exercices d'application directe du cours où bien souvent remettre en forme la question vous permet tout de suite d'appliquer le bon théorème ou la bonne propriété pour pouvoir avancer aux conclusions de l'exercice. Non, je parle d'exercices plus difficiles. Alors pour vous aider cette année dans cette démarche, je souhaite tout au long de l'année de mettre en avant ou mettre en lumière des exercices difficiles du TD. Alors c'est vrai que ce sont peut-être des exercices siglés XENS, Central ou Minpon, mais l'objectif, ce n'est pas de faire les snobs et de montrer des super exercices. Non, non, c'est de mettre en lumière des exos classiques qui vous aideront à vous inspirer pour cette année. Pour commencer, nous allons revenir sur ce qu'on appelle la décomposition de fitting. Il s'agit pour une matrice donnée de montrer qu'elle est toujours semblable à une matrice d'une forme diagonale par bloc, avec un bloc nilpotent et un bloc inversible. Pour ce faire, il y a 3 ou 4 questions qui nous nécessitent de connaître l'étude fine des suites de noyaux itérés et des suites des images itérées. C'est un exercice classique que l'on peut faire en première année, mais également en deuxième année. Je vous invite tout de suite à faire sa correction avec moi. Pour tout l'exercice, on décide de noter E, un k-espace vectoriel de dimension finie. Et on introduit n qui est égal à la dimension de E ici, supérieur ou égal à 1, U, un endomorphisme de E. Dans cette première question, on nous demande de montrer, exercice classique, que la suite des images itérées et des noyaux itérés stationne à partir d'un certain rang et le même rang. Si on rappelle un petit peu les propriétés de la suite des noyaux itérés et des images itérées, eh bien on peut rappeler par exemple, on rappelle que pour tout cas appartenant à grand N, vous avez toujours im de uk plus 1 qui est inclus dans im de uk et le noyau de uk est toujours inclus dans le noyau de uk plus 1. Ça veut dire que la suite des images itérées est décroissante au sens de l'inclusion et la suite des noyaux itérés est croissante au sens de l'inclusion. Alors pour preuve, par exemple, si vous prenez x dans l'image de u exposant k plus 1, x va s'écrire uk plus 1 de quelque chose qu'on peut relire uk de u de x. Autrement dit, tout élément de cette forme-là va s'écrire uk de quelque chose, d'où la première inclusion. De la même façon, il est trivial de dire que si x annule uk, en composant par u, vous avez donc u de uk qui va vous donner de x, qui va vous donner u de 0 égale à 0. Autrement dit, uk plus 1 de x est égal à 0. C'est-à-dire tout élément qui annule uk annule alors uk plus 1 parce que u est linéaire. En ce qui nous concerne, on peut alors passer aux dimensions. C'est-à-dire que par exemple, si je décide de passer aux dimensions qui suivent ici cette inclusion-là, on récupère que la dimension de ker de uk est toujours inférieure ou égale à la dimension de ker de uk plus 1. Ça veut dire qu'en termes de notation, si on note dk, la suite des dimensions des noyaux des u exposant k, eh bien dk est toujours inférieur ou égal à dk plus 1. Mais alors, j'ai une suite d'entiers qui est croissante, mais d'autre part, je vous rappelle qu'on travaille dans un k-espace vectoriel de dimension finie. C'est-à-dire que les suites de dimensions sont toujours majorées par petit n la dimension de grand E, puisqu'on a des sous-espaces vectoriels de grand E. On a donc ainsi dk, la suite des dimensions des noyaux qui est croissante ici est majorée. Et bien d'après le théorème de la limite monotone, elle est donc convergente. Elle est convergente. Seulement, il s'agit d'une suite d'entiers, exercice classique de MPSI. Toute suite convergente d'entiers est stationnaire. En particulier, il existe, étant donné que les dk sont des entiers, il existe alors un rang P appartenant à grand N et inférieur ou égal ici, donc un rang P, appartenant à grand N, tel que ici, D, pour tout k, supérieur ou égal à P, eh bien dk va coïncider avec dp. La suite des dimensions stationne. Oui, mais nous, on souhaitait que la suite des noyaux itérés stationne. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, qu'en particulier, c'est le fait que les dimensions stationnent, on en déduit, par exemple, ici, que pour tout k supérieur ou égal à p, on a à la fois dk qui est égal à dp, mais n'oubliez pas, la suite des noyaux itérés est croissante au sens de l'inclusion. Ça veut dire qu'on a aussi le ker de uk, qui contient le ker de U exposant P. Ce qui me permet de dire que pour tout k supérieur ou égal à P, on a une inclusion et égalité des dimensions. On récupère donc l'égalité des sous-espaces. C'est-à-dire ici, je récupère que pour tout k supérieur ou égal à P, eh bien le noyau de UK
est égal au noyau de U exposant P. Ce qui me permet de justifier qu'à partir d'un rang P donné, la suite des noyaux itérés stationne. Vous allez me dire, bon, on va faire de même avec la suite des images itérées, par passage aux dimensions et en notant R indice K la dimension de im de UK, ou alors le rang de UK, on peut vite voir que la suite, cette fois-ci, est décroissante. On a alors une suite décroissante d'entiers et minorés par 0, ce sont des dimensions, alors ça converge. Seulement si cette suite converge et que c'est une suite d'entiers, elle stationne. Oui, mais en faisant cela, je vais prouver l'existence d'un autre rang, P', à partir duquel la suite des dimensions stationne. Or, il s'agit ici de montrer que c'est le même rang. Alors, pour ce faire, je vais rester à travailler avec ma dimension D indice K et je vais plutôt invoquer la formule du rang. En effet, de plus, la formule du rang me permet de relier la dimension de mes images et de mon noyau. La formule du rang nous donne, par exemple, que pour tout K supérieur ou égal à P, cette fois-ci RK, qui est égal à la dimension de E, moins la dimension du noyau DK, est aussi égal à la dimension de E, moins DP, puisqu'au-delà de P, les dimensions de mes noyaux sont égales. Ce qui me permet de dire qu'à partir d'un certain rang, nous avons RK qui coïncide à RP, et ce certain rang, c'est le rang P. Ce qui me permet de dire, finalement, on en déduit, à l'instar de ce qu'on a fait plus haut, d'une part que pour tout K supérieur ou égal à P, j'ai bien RK qui coïncide avec RP, le rang de U puissance K coïncide avec le rang de U puissance P, mais également, n'oubliez pas, cette fois-ci, on a décroissance au sens de l'inclusion, c'est-à-dire que les images itérées vérifient im de U puissance K est inclus dans im de U puissance P cette fois-ci, et égalité des dimensions, donc inclusion, égalité des dimensions, j'en déduis l'égalité ensembliste. Ce qui me permet de justifier ainsi qu'à partir du même rang P cette fois-ci, on a bien les images itérées qui stationnent et coïncident avec im de U puissance P. Alors vous allez me dire que la première question est résolue, pas tout à fait. Je voudrais ajouter une petite finesse, c'est-à-dire qu'on nous demande de justifier en plus que les inclusions sont strictes avant ce rang P. Ça veut dire, ce que l'on souhaite, c'est de justifier qu'avant ce rang P, la suite des inclusions est stricte. C'est un peu plus difficile, mais par exemple, si on note, par exemple, P0, ici, un rang pour lequel, donc, tel que le noyau de UP0 coïncide avec le noyau de UP0 plus 1. Alors, on montre qu'il en est de même avec les deux noyaux qui suivent, c'est-à-dire le noyau de UP0 plus 1 va coïncider avec le noyau de UP0 plus 2. Alors en effet, il s'agit de démontrer ici, à partir de cette seule hypothèse, cette égalité ensembliste. Je vous rappelle qu'on a toujours l'inclusion directe qui est vérifiée, puisque la suite des noyaux itérés est croissante. Et réciproquement, si X appartient, donc ça, c'est toujours vrai. Et puis dans l'autre sens, si X appartient au noyau de UP0 plus 2, alors vous avez UP0 plus 2 de X qui est égal à 0, ou alors vous avez UP plus 1 de I de X qui est égal au vecteur nul. Ce qui me permet de justifier que U de X appartient au noyau de UP0 plus 1 qui coïncide avec le noyau de UP0. Pourquoi j'écris ça? Ça veut dire que, et ainsi, UP0 de U de X est égal à 0, ça veut dire que UP0 plus 1 de X est égal au vecteur nul. Ce qui veut dire que si X est dans ce noyau, alors X est dans ce noyau. Toujours est-il que si on note P0, un entier pour lequel il y a égalité, par itération, toute la suite des noyaux qui suivra stationnera et il y aura égalité. Autrement dit, quand on a montré que la suite des noyaux itérés stationnait à partir du rang P, le rang P donné, c'est le premier rang pour lequel il y a égalité. Ce qui sous-entend que la suite des inclusions des noyaux itérés est stricte avant ce rang P. Dès lors qu'il y a égalité entre deux noyaux, on récupère que la suite stationne. Ça veut dire qu'on a enfin démontré cette première question et dire qu'il existe bien un rang P commun à partir duquel la suite des noyaux itérés et des images itérées stationne. Dans une deuxième question, on nous demande alors de justifier que les dimensions s'essoufflent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dimensions présentent des écarts entre les noyaux itérés, par exemple, mais que ces écarts sont de plus en plus petits. Alors, comment montrer que ça s'essouffle? Il s'agit de travailler sur la différence des dimensions de ker de UK plus 1 et ker de UK.
Alors pour ce faire, je vous propose plutôt de travailler sur les images. Pourquoi? Eh bien, je vous rappelle qu'encore une fois, d'après la formule Durand, donc d'après la formule Durand, on a la relation suivante, à savoir que dim E est égal à la dimension de ker de UK plus RK, puisque j'avais nommé RK la dimension des images de UK, ce qui me permet de justifier que lorsque je m'intéresse finalement à la dimension de ker de UK plus 1 moins dim de ker de UK, ça revient par la formule Durand à écrire dim de E moins RK plus 1 moins, entre parenthèses, dim de E moins RK. Ça équivaut à dire que ceci coïncide avec RK moins RK plus 1. Donc démontrer que ces dimensions s'essoufflent, ça revient à montrer que cette suite-là ici, donc démontrer que cette suite de différence décroît, ça revient à montrer que celle-ci décroît, ou alors, en multipliant par moins 1, que RK plus 1 moins RK croît. Est-ce que ça va? En ce qui nous concerne, eh bien, je vous propose d'étudier, on va donc poser une application. Alors c'est assez fin, puisqu'on cherche à comparer, cette fois-ci, en passant aux images, im de UK avec im de UK plus 1. Je vais donc poser l'application utile, qui va être l'application U restreinte à un sous-espace stable et co-restreinte à un autre sous-espace. Je m'explique. On regarde par exemple l'application utile qui, à x appartenant à im de UK, associe u de x. Oui, mais u de x appartient à quoi? Eh bien, u de x ici, c'est donc l'image d'éléments de la forme UK de quelque chose. Ça appartient à im de UK plus 1. Autrement dit, on va donc regarder l'application U ici, qui est restreinte à im de UK, co-restreinte à im de UK plus 1. Seulement, cette application-là, eh bien, on a par la formule Durand, sur cette application, justement, une relation entre les images itérées que je souhaiterais obtenir ici. C'est-à-dire qu'on a la relation suivante, la dimension de l'espace de départ, im de UK, va être égale à la dimension, cette fois-ci, de ker de Utilde, plus le rang de Utilde. Le rang de Utilde, ce n'est pas très difficile. Il s'agit de regarder quelle est l'image de Utilde. Seulement, Utilde est surjectif. Pourquoi? Eh bien, si vous regardez, par exemple, tout élément de UK plus 1, de l'image de UK plus 1, va s'écrire UK plus 1 de quelque chose, et donc va s'écrire U de quelque chose qui est dans UM de UK. Donc très rapidement, Utilde étant surjective, on peut récupérer ici que RK est donc égal à la dimension de ker de Utilde plus la dimension de l'image de Utilde, qui est simplement l'espace d'arrivée, c'est-à-dire le rang de UK plus 1, que je nomme ici RK plus 1. Ça veut dire quoi? Ça équivaut à dire que RK moins RK plus 1, la quantité qui m'intéresse est ici, est donc égale à la dimension de ker de Utilde. Or, reste à déterminer le noyau de Utilde. Or, un élément x appartient au noyau de Utilde ici. Si et seulement s'il vérifie x appartient à l'espace de départ, im de UK, mais intercepté avec quoi? Ben avec les éléments du noyau de U. Pourquoi? Eh bien, x est dans le noyau de Utilde si et seulement si utile de x est égal à 0. Ça veut dire si et seulement si u de x est égal à 0 pour x dans im de UK. Donc les éléments du noyau de Utilde se retrouvent évidemment dans l'espace de départ ici, im de UK, mais aussi ils annulent u puisqu'on a utile de x qui coïncide avec u de x pour la restriction au sous-espace im de UK. Ce qui me permet de justifier ici que finalement, l'ensemble des sous-espaces im de UK à intercepter avec ker de UK, ça, même si j'intercepte avec ce sous-espace, ça reste une suite qui est décroissante au sens de l'inclusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde les dimensions de ces intersections, en raison de la décroissance des images ici, eh bien vous allez avoir des dimensions qui sont de plus en plus petites. Ce qui me permet de dire que cette suite d'espace ici, im de UK inter ker U, est décroissante au sens de l'inclusion. Donc elle, c'est une suite décroissante d'espace. Ce qui veut dire que par passage aux dimensions, RK moins RK plus 1 est décroissant, de sorte que la suite des dimensions des écarts de UK s'essouffle. Ainsi, les différences ici vont être décroissantes, c'est-à-dire que les dimensions
pour reprendre les notations de l'énoncé, ici, s'essouffle. Ce qui achève cette deuxième question. Alors pour finir, on nous demande de justifier que pour le rang P donné, on a toujours une décomposition en somme directe de deux sous-espaces stables, à savoir que E est égal à ker de U puissance P plus im de U puissance P. Alors comme il s'agit d'un travail de décomposition en somme directe en dimension finie, on peut évidemment revenir à la caractérisation d'une telle décomposition en dimension finie, c'est-à-dire que ceci est équivalent à dire qu'on a égalité des dimensions, à savoir que dim E égale à dim de ker de U itéré P fois, plus dim de im de U itéré P fois, d'une part, première condition. Et deuxième condition, c'est que l'intersection de UP inter im de U itéré P fois est réduite au vecteur nul. C'est la deuxième condition ici. Alors vous allez me dire, 1 est immédiat. Pourquoi? C'est la formule du rang appliquée à U itéré P fois. D'accord? Reste à obtenir l'intersection ici réduite au vecteur nul. Si vous prenez x appartenant à ker de UP inter im de UP, on a bêtement que UP de x est égal au vecteur nul, puisque c'est un élément du noyau, mais d'autre part, comme je suis dans l'image, il existe un antécédent t appartenant à E, tel que x puisse s'écrire UP de t. Ce qui me permet de dire encore que UP de t va être égal à 0, à savoir en remplaçant x ici par son expression UP de t dans la première ligne, je récupère que U itéré 2p fois de t est égal au vecteur nul. En particulier, t appartient bien, donc en particulier, t appartient alors au noyau de U itéré 2p fois. Seulement P, ce n'est pas n'importe quoi, c'est le rang à partir duquel la suite des noyaux itérés stationnaires. Ça veut dire que si vous êtes dans le noyau de U itéré 2p fois, vous êtes aussi dans le noyau de U itéré P fois, puisque tous les noyaux stationnent. Ce qui me permet d'en déduire ici, finalement, que UP de t est égal à 0 au vecteur nul, mais UP de t, c'est x. Autrement dit, en prenant x dans l'intersection, on montre que nécessairement x est le vecteur nul, ce qui veut dire que l'intersection est inclue dans le singleton 0. Réciproquement, le vecteur nul étant toujours dans ces deux sous-espaces, on a l'égalité ensembliste 2. Finalement, on en déduit avec 1 plus 2, on en déduit que E se décompose en somme directe ker de UP plus im de UP, ce qui achève cette troisième et avant-dernière question. Alors, toutes ces questions, c'est clairement du programme de première année. Alors, vous allez me dire que c'est assez fin pour de la MPSI, mais complètement accessible. En ce qui concerne cette dernière question, c'est un peu plus difficile. On me demande alors, et c'est la décomposition de fitting, on me demande alors de montrer que pour une matrice M carrée à coefficient d'Anka, alors elle est toujours semblable à une matrice diagonale par bloc, présentant un bloc nipotent et un bloc C inversible, comme dans l'énoncé. Alors comment faire? Ici, ce que je vous propose, c'est simplement de revenir à la définition de la similitude. À savoir qu'on va introduire, ici, on introduit U, l'endomorphisme de K exposant à N, qui ramené à la base canonique, est associé par isomorphisme à grand M. C'est-à-dire qu'on introduit U, l'endomorphisme canoniquement associé de K puissance N à grand M. Donc canoniquement associé à grand M. En particulier, si on veut montrer que M est semblable à cette matrice diagonale par bloc, il suffit, c'est les habitudes de prof de maths, il suffit de trouver une bonne base dans laquelle la matrice de U dans cette base aura la forme donnée. C'est-à-dire que, en appliquant la question précédente à K puissance N, on a en particulier, d'après le travail précédent, donc d'après 3, que K puissance N peut toujours se décomposer alors comme ker de U exposant P plus im de U exposant P. Et en prenant une base adaptée à cette décomposition en somme directe, c'est-à-dire qu'en notant B1 une base du noyau ker de U exposant P, en notant B2 une base de im de U itéré P fois, B1 union B2 va définir une nouvelle base de K puissance N dans laquelle la matrice de U aura déjà une tête de matrice par bloc. Pourquoi? Rappelez-vous, je décompose en somme directe de sous-espaces stables. U exposant P commute avec U
Donc on est en présence de deux sous-espaces vectoriels stables, de sorte que dans cette base, et dans B, la base B1 concaténée avec B2, on récupère la matrice de U comme une matrice par bloc. Sous-entendu, vous avez la matrice de U ici, induit sur ker de U exposant P. Alors, au niveau des notations, on va noter matrice de U relativement à B1, et ici la matrice de U relativement à B2. Alors pourquoi on a des blocs nuls de part et d'autre ici? Ça vient du fait que ces sous-estables soient stables. En ce qui nous concerne, eh bien, je vais nommer alors grand N ce bloc-là et grand C ce bloc-là. Or, le U induit sur ker de U puissance P vérifie, donc or, pour tout x appartenant à ker de UP, j'ai bien UP de x qui est égal à 0. Autrement dit, pour tous les éléments de ker de U puissance P, à partir d'un certain rang, P ici, eh bien l'image est nulle. Ce qui me permet de dire que U induit, donc U induit sur ker de UP, est bien nilpotent. Ce qui me permet de justifier que grand N est bien une matrice nilpotente associée à un endomorphisme nilpotent. Vous allez me dire, mais C alors? Eh bien C, pour que ce C soit inversible, on va montrer que U induit cette fois-ci sur im de U puissance P, eh bien définit un isomorphisme. Alors comment faire? Eh bien ici, si on regarde par exemple sur im de UP, on a encore une fois U qui va induire sur im de UP, qui va prendre x dans im de UP, et qui va associer bêtement U de x, qui lui appartient à quoi? Eh bien techniquement, ça appartient à im de U exposant P plus 1, mais rappelez-vous, comme la suite des images itérées stationne, c'est aussi im de UP. On a alors ici un endomorphisme induit de im de UP. Reste à prouver que celui-ci est bijectif pour obtenir que le bloc C est inversible. Or, si je regarde x qui appartient au noyau de mon endomorphisme induit, eh bien x appartient au noyau si et seulement si x appartient à la fois à im de UP, mais également au noyau de U. Pourquoi? Eh bien, puisque si je suis dans le noyau de mon endomorphisme induit, je vérifie U de x égale à 0 en prenant x dans im de UP. Autrement dit, je suis à la fois dans le noyau de U et dans l'image de UP, seulement le noyau de U est toujours inclus par suite des noyaux itérés dans ker de UP. Ça veut dire que x appartient à la fois im de UP et ker de UP. Or, les deux sous-espaces étant en somme du recte, on récupère que x, nécessairement, est le vecteur nul. Ça veut dire que finalement, U est injective ici, U induite sur im de UP est injective, et en dimension finie, c'est bien un isomorphisme. Finalement, C, donc finalement, l'endomorphisme induit ici, im de UP est bijectif, ce qui entraîne que C, cette fois-ci, est inversible. Ce qui achève cet exercice sur la décomposition de fitting, qui repose sur 3 questions de première année, assez classiques, sur les suites de noyaux itérés et d'images itérées pour obtenir un beau résultat de décomposition. Là où la décomposition de fitting devient intéressante, c'est que cette décomposition nous donne une décomposition en somme directe de deux sous-espaces vectoriels stables. En prenant une base adaptée, vous construisez alors une matrice par bloc qui se présente ainsi, un bloc nilpotent associé à la base adaptée à ce noyau et un bloc inversible parce qu'on a étudié un endomorphisme induit qui, sur ces espaces, eh bien, est bijectif. Ceci achève donc cet exercice. Je vous souhaite une très belle journée.